pour comprendre le monde d'après, de se demander d'abord s'il y aura un monde d'après. Car après tout, il est possible que nous n'ayons jamais de véritable vaccin ni de véritable médicament efficace face à cette maladie et que nous n'ayons dans la durée qu'à vivre avec comme elle est. Cette grande incertitude est d'ailleurs une des causes profondes de la situation dans laquelle l'économie mondiale et la société mondiale se trouvent, car une des principales et une des premières leçons que cette crise a causées, c'est de nous rappeler à tous que les hommes sont mortels, que notre vie est courte, que notre vie est incertaine, que nous ne savons pas si nous serons toujours là dans 10 minutes, dans un mois, dans un an, dans 2 ans, et qui a entraîné que nous avons oublié parce que depuis de très longtemps, les hommes préfèrent se distraire pour ne pas penser à la mort. Et cette façon de masquer la mort, de ne plus donner du sens à la mort, est dans toutes les sociétés modernes une industrie énorme, l'industrie de la distraction, qui nous a caché ce que nous sommes véritablement, c'est-à-dire des êtres de passage. Cette crise nous a rappelé donc d'abord, et nous rappelle d'abord l'importance du temps. Le temps dont nous disposons sur cette planète, le temps dont nous avons à rendre compte ensuite dans ce que nous aurons fait de notre passage ici. Il y a ensuite eu la nécessité de prendre conscience, de savoir pourquoi cette crise nous a pris pour la plupart d'entre nous à travers le monde au dépourvu. Pour avoir pour ma part étudié assez profondément pour ce livre, L'économie de la vie, dont je suis très heureux qu'il paraisse maintenant au Japon, j'ai remarqué que l'humanité tout entière a fait l'immense erreur de regarder surtout ce qui se passait en Chine, sans se rendre compte que les Chinois, étant dans une dictature, ont commencé par se cacher à eux-mêmes la vérité, puisqu'il était interdit aux Chinois en novembre, décembre et janvier de dire quoi que ce soit entre eux, et que le pouvoir politique lui-même n'a donc pas été bien informé. Ils ont donc menti à eux-mêmes avant de mentir au reste du monde, ce qui a conduit ce grand pays qu'est la Chine à manquer de tout, à manquer de masques, à manquer de respirateurs, à manquer d'hôpitaux. Et nous avons été fascinés par ce qui se passait en Chine, sans voir qu'en réalité, c'était un signe de panique. Alors que d'autres pays, je citerai par exemple la Corée du Sud, juste à côté, qui avait tiré les leçons d'une pandémie antérieure, a réactivé ce qu'ils ont appelé le Korean Center for Disease Control à partir du 15 décembre. Et ce Korean Center for Disease Control a été le plus efficace, puisque dès le 15 décembre se met en place une structure qui commence à accumuler les masques et se prépare à avoir un test que les Coréens ont dès le 12 janvier, c'est-à-dire 15 jours avant le premier cas en Corée, ce qui fait que la Corée, comme d'ailleurs le Japon et quelques autres pays, est un pays qui a été peu touché, et en Corée, il n'y a pas eu de confinement général, ce qui fait que sur une population de 54 millions d'habitants, à l'heure où nous parlons, ils ont moins de 350 morts et une économie qui est moins touchée que les autres, qui est touchée surtout par le fait que les commerces extérieurs du Japon, de la Corée du Sud, a été très impliqué par la récession globale. Première erreur donc qui renvoie à ce que, plus généralement, on ne sait pas tirer des leçons des crises antérieures et on ne se prépare pas aux crises futures, ce qui m'amènera tout à l'heure à dire qu'une des leçons à tirer de ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il faut se préparer mieux aux pandémies futures et aux autres crises à venir que nous n'avons été préparés à la crise actuelle. Cette crise a entraîné, parce qu'on a eu le tort de suivre le modèle chinois, a entraîné globalement une énorme récession qui est encore en cours et qui, à l'échelle du monde, est très sérieuse, puisque c'est la pire récession depuis qu'on mesure des récessions,
Jusqu'à l'échelle mondiale, on peut penser qu'en 2020, la récession sera de -5 à -6%, avec certains pays à -15, d'autres qui prétendent, comme la Chine, être à +3, ce qui me semble un chiffre extrêmement douteux, et d'autres pays qui sont entre -15 et -3. Mais globalement, on peut dire que l'économie mondiale a reculé de 5 ans et que les pays les plus pauvres ont reculé de 10 ans. Avec des comportements culturels complètement différents, les pays qui avaient déjà l'habitude de porter un masque n'ont pas eu de difficulté à le faire. Des pays qui n'avaient pas l'habitude de porter des masques, comme les pays européens, ont eu beaucoup de mal à le faire et ne le font que très mal encore aujourd'hui. Et certains pays qui ont une habitude individualiste de refus de l'autorité, de soucis de l'individualisme extrême, comme les États-Unis, refusent de porter le masque pour des raisons idéologiques, et d'autres ne peuvent pas en porter, soit parce qu'ils n'en ont pas, soit parce que les choix entre porter un masque et travailler ou aller au travail est tellement vital qu'on ne peut pas se permettre de ne pas travailler. C'est le cas d'une grande partie de la population du Sud. C'est pourquoi on voit aujourd'hui le virus commencer à se répandre à très grande vitesse dans des pays où pour l'instant il n'était pas rentré. Je pense évidemment à l'Inde, qui est le numéro 1 mondial aujourd'hui de la pandémie, et les pays d'Amérique latine. Ce qui fait qu'on peut dire qu'à l'heure où nous parlons, la pandémie ne fait que commencer. On est déjà à 1 million de morts et sans doute va-t-on en avoir beaucoup plus. Une des raisons pour lesquelles on s'intéresse à cette maladie plus qu'à d'autres, c'est que, alors qu'il y a d'autres causes de mortalité, c'est que cette maladie est une maladie pour laquelle nous n'avons ni médicaments ni vaccin. Et que nous n'avons comme seul moyen d'aider les gens que de les mettre dans des situations d'attente. Et lorsque la maladie s'aggrave, soit parce que les gens ont des comorbidités, soit parce qu'ils sont trop âgés, de les mettre dans des hôpitaux sous respirateur artificiel. Si je dis cela, c'est parce que cette maladie renvoie essentiellement à la puissance ou à la faiblesse de l'infrastructure hospitalière. Parce que ne pas mettre les gens sous respirateur artificiel lorsqu'ils en ont besoin, c'est les condamner à mort. Et dans un très grand nombre de pays développés, on ne peut pas se permettre politiquement de dire explicitement « je vais soigner cette personne et pas celle-là ». Et donc, on a tenu à tout prix à maîtriser la pandémie, qu'on ne sait pas soigner, simplement pour pouvoir ne pas avoir à faire le choix de ceux qu'on allait soigner et de ceux qu'on n'allait pas soigner. Mais ce n'est pas un moyen de guérir, c'est un moyen simplement politiquement de ne pas avoir à choisir ceux qu'on laisse mourir. Et ce choix est très important puisque ce choix est un choix politique majeur. Évidemment, implicitement, on fait ce choix. On laisse mourir les plus pauvres, on laisse mourir ceux qui sont oubliés dans leur appartement ou dans les maisons de retraite. On laisse mourir des tas de gens à travers le monde parce qu'il y a des pays où il n'y a pas de respirateur du tout ou très peu et où la possibilité de cette médecine de compassion ou cette médecine d'extrême urgence n'est pas disponible. Mais les pays développés ont choisi la crise économique pour la première fois face à une crise sanitaire pour cette raison. Ne pas avoir à afficher qu'on choisissait ceux qu'on laisse mourir. Ça, c'est la cause profonde de cette crise économique qu'on aurait pu éviter si on avait décidé de laisser mourir de ne pas confiner l'économie et de laisser mourir ceux qui n'avaient pas de place dans les hôpitaux. Pour la première fois, l'humanité ne le fait pas parce que politiquement, le prix de la vie humaine a beaucoup augmenté depuis les dernières pandémies, en tout cas dans les pays démocratiques, et ce prix de la vie humaine ayant beaucoup augmenté, aucun pouvoir politique ne peut se permettre de faire l'erreur de laisser ses électeurs mourir. Ça tient aussi d'ailleurs au fait que l'ensemble des pays du monde, et plus particulièrement les pays développés, sont des pays
qui vieillissent. C'est le cas évidemment du Japon, c'est le cas de toute l'Europe, c'est le cas de la Chine, contrairement à ce qu'on croit, qui est un pays qui vieillit, et c'est le cas de pratiquement tous les pays du monde, sauf le continent africain. Et donc, comme la population vieillit, l'électorat vieillit, et cet électorat est composé de plus en plus de personnes pour lesquelles cette maladie est plus grave que pour les plus jeunes. D'où le fait qu'on a fait un choix qui favorise les personnes âgées au détriment des plus jeunes. Cette maladie donc nous révèle non seulement le réveil d'une prise de conscience de l'importance de la mort, le réveil d'une prise de conscience de la brièveté de la vie. Elle nous rappelle que nous sommes dans des sociétés où le pouvoir appartient aux personnes âgées et les personnes âgées ont intérêt à ce que l'économie ne fonctionne pas, puisqu'après tout, ils ne travaillent plus, ils sont en retraite, ça n'est pas leur sujet. Alors que les plus jeunes, eux, ont évidemment intérêt à travailler et que les plus vieux devraient savoir qu'eux aussi ont intérêt à ce que les jeunes puissent travailler, puisque c'est les jeunes qui financent directement ou indirectement la retraite de leurs aînés. Cette crise nous rappelle aussi que certains pays sont plus avancés que d'autres dans certaines technologies essentielles. Certains pays ont plus de matériel médical que d'autres. Certains pays ont plus d'appareils d'État capables de mettre en place des technologies de test et de traçage. Nous avons donc à affronter une crise mondiale d'une ampleur unique qui ne fait que commencer et qui durera 20 ans, avec sans aucun doute des conséquences de toute nature. Et je vais revenir sur ces conséquences et sur les solutions possibles.